Howard Phillips Lovecraft, un des plus grands inventeurs de fantastique de la littérature, même pas du XXe siècle, c'est comme Edgar Poe, oh bon, pourquoi pas Jules Verne, ou plus tard Borges ou Kafka. C'est cet auteur-là, avec ces singularités qui peuvent provoquer répulsion, admiration, et puis tous ces clichés, le reclus de Providence. Et puis là, on découvre quand même que c'est pas si simple que ça, et c'est comment saisir la complexité là, d'un personnage en lui-même, et en quoi il est agi par son époque, par ses relations, comment il se fabrique lui-même par sa correspondance dans cette période charnière où il est dans New York, dans cette espèce de bain vibrant de l'Amérique qui va bientôt basculer dans la dépression, mais dans une période aussi de mutation et de transition technologique. C'est-à-dire le regard qu'on a sur le monde, que lui va absorber pour en faire la matière même de ces histoires, peut-être même pas de façon intentionnelle, consciente. C'est peut-être ça où pour nous il y a un mystère là qu'on peut aspirer avec une paille, c'est-à-dire en quoi on se positionne dans une position d'ouverture, et que tous ces rouages qui agissent, y compris dans l'angoisse, la peur, un monde en transition, eh bien, au moment où vous écrivez, quand on lâche tout, qu'on ne pense plus qu'au rythme, au chant, à Edgar Poe, eh bien, c'est ça qui donne là cette élévation ou cette crispation, en tout cas ce qui fait la hauteur et la dignité des textes de Howard Phillips Lovecraft. Alors, on explore, tous les ans, il a un de ces petits carnets. Il nous en reste quelques-uns, un de 1933, celui de 1928, on a le récit de comment il lui a été volé, mais en tout cas, celui de 1925, qu'il tient toute l'année de son séjour là au 169 Clinton Street à Brooklyn, eh bien lui on l'a aux archives de la Brown University. Celui-ci c'est son jumeau, mais j'ai pu travailler l'été 2015 pendant 2 mois sur l'original, dont on avait déjà une transcription, évidemment Esti Yoshi, mais c'est tout autre chose quand on essaye de le déplier, de le rapporter à ses lettres, les lettres écrites toute cette année de New York, sa tante de Providence notamment. Et puis, ça je l'aurais jamais fait tout seul, enfin j'ai essayé de le faire tout seul et j'ai jamais réussi à finir. Donc 1925-2025, c'est le moment, mais c'est parce qu'on est ensemble, qu'on est 80, que là il y a cet élan là de réflexion tous ensemble, et puis on va bientôt arriver à la première compile mensuelle, mais en attendant, le défi, c'est d'aller relever les petites pattes de mouche, tous les jours, jour après jour, en se disant « Qu'est-ce qu'on va trouver à raconter aujourd'hui ? Il n'y a peut-être rien à raconter aujourd'hui !» Eh bien, on va aller voir. Pour le 29 janvier 1925, attention, vous connaissez la manip, ordi. On est jeudi 29 janvier, toujours un petit décalage, puisque nous, là, on est mercredi. Aujourd'hui, on a 2, 4, 5 lignes. Et paradoxalement, là, ça reviendra demain, up late. Et c'est pas levé tard, notre Lovecraft. Il a dû... Hier, on n'avait pas justement cette formule-là qui est quasi rituelle chez lui. Home plus write. Retour à la maison, et puis écrit. Et quand on écrit, c'est toute la nuit, puisque le lendemain, c'est up late. Mais hier soir, il a dû acheter là, quelques tasses, gobelets, assiettes d'occasion dans une brocante chinoise. Il les a bien lavés, nettoyés. Et ce matin, levé de bonne heure, et il fait son ménage pour Lovecraft. Un tel événement que ça mérite d'être écrit. Room clean. Ensuite, lunch plus afternoon at Sonny's. Alors Sonny, c'est son ami Frank Belknap Long, qui habite, lui, dans Manhattan, mais qui, lui, vit comme critique littéraire. Il place ses articles où il peut. C'est Lovecraft qui le fera publier dans Weird Tales un peu plus tard.
Mais Belknap Long a femme, enfant, et aussi sa maman qui vit dans leur appartement. Et Lovecraft se sent bien dans cette famille, même bien longtemps après le retour à Providence. Il reviendra à New York chaque 1er de l'an pour faire le réveillon chez les Belknap. Ben oui, est-ce que ça le diminue qu'on prenne Lovecraft par ce côté-là? Non, justement. C'est cette complexité où on est tous. Comment on gère là, cette frontière entre les contraintes du quotidien et puis tout ce qui participe aussi de l'intime, du privé, et puis le moment où il faut bien ouvrir un arrachement qui, lui, participe d'autres lois, de lois inqualifiables. Et justement, c'est l'inqualifiable de ces lois qui fait dimension d'angoisse, de peur et la pertinence par rapport à notre propre imaginaire des histoires de H.P. Lovecraft. Donc, on va déjeuner familialement chez les Belknap et partira en vacances avec eux, par exemple. Vous savez, j'avais raconté ça le jour où Lovecraft fait son baptême de l'air. Oh, c'est un petit patelin qu'elle a juste à la racine de Cape Cod. Et il est avec les Belknap. Ils ont vu cette publicité. On peut faire, je crois, je ne sais plus pour combien, pour $5. Wow, un baptême de l'air, 20 minutes. Ouais, mais vous voyez ce qu'il fait des avions, lui, ensuite, dans ses histoires. Et là, il y a alors une notation. C'est justement ça où nous, on a de quoi s'amuser. Et qu'est-ce que c'est chouette d'avoir tous vos messages là, en retour. On dit Riders to the Sea. Alors tu vois ça. J'étais mangé chez les Belknap, on était à Manhattan, et puis les cavaliers de la mer. Nous, on connaissait les chevaliers du ciel, non? Riders to the Sea, ouais, il suffit de chercher, c'est une pièce de théâtre de Synge, l'Irlandais. Et là encore, tout de suite, il y a les pistes qui bifurquent. C'est-à-dire que c'est une pièce qui se passe dans l'île d'Aran. Vous savez, il y a toute une littérature, presque une anthologie à faire de tous les livres là, qui ont essayé de rendre compte de cette spécificité-là de l'île d'Aran. Je crois que c'est au nord-ouest de l'Irlande, dont Bouvier, dont Jean Rollin. Eh bien, Riders to the Sea, c'est une pièce de théâtre qui se passe justement là, avec tout. Justement, là encore, ce travail de l'angoisse de ce qui surgit de la mer. Relisez Dagon, ou là, avec ce qui, on est échoué à marée basse, la mer s'est retirée, la mer est partie, et puis on découvre là cette espèce de ruine mystérieuse hors de notre civilisation. Élisère Toulouse. Toulouse, explique-t-il dans une lettre. Donc c'est une mythologie dont Lovecraft est déjà très proche, de laquelle il se sent déjà redevable. Et Riders to the Sea, alors je n'ai pas retrouvé dans les programmes du Times où c'était joué, puisque là c'est une pièce de théâtre uniquement. J'ai même regardé les programmes radio, puisque ça commence à s'ouvrir à ces formes-là. L'année suivante, en 1926, ça deviendra un opéra. Ah ouais, mais seulement l'année suivante. Et en 1935, ça deviendra film. Et le film, alors là, vous voyez le petit dictionnaire, on complète les liens à chaque fois progressivement, et ça devient un vrai boulot, une vraie ressource. Ce film de 1935, lui, est un classique du cinéma. Mais là, il ne s'agit pas de ça, il s'agit bien du théâtre. À chaque fois qu'on a une lettre récapitulative à ses tantes, on a de quoi, évidemment, reconstituer. Vous permettez que je le fasse en direct. Après, de toute façon, au montage, je vous économise les petites durées de cet ordre-là. Mais c'est comme ça. Vous voyez le boulot qu'on fait ensemble? Bon, c'est ça. Gratte papier. Ouais, tu grattes ton papier. Est-ce que j'ai Synge, Sutton, Swiftland, Swift, Swinburne? Synge, 246. Alors, Synge, 246. Allons voir. Eh oui, c'est dans la lettre du 10 février. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il raconte à sa tante que hier, c'était avec Dryden, le beau-frère de Charlie Chaplin. Et
Eh bien, je suis allé chez Belknap pour déjeuner et on a passé la grande partie de l'après-midi à lire et à discuter la pièce de Synge, Riders to the Sea. Ils ont lu ensemble la pièce et ils en ont discuté tout l'après-midi. Ça vous semble bizarre? Eh ben, allez dans le dictionnaire, j'ai mis un petit lien justement sur le projet Gutenberg, le texte de Synge, la pièce. Mais voilà, ça y est, on l'a fait en direct, on l'a fait ensemble. Alors que moi, des fois, c'est 3 heures avant, puis après, tu dis, allez, maintenant, petite vidéo. Non, non, là, c'est en direct. Donc, chouette, on retrouve, là, dans la prochaine lettre de début février, ah la tante Léliane, ça y est, maintenant de quoi expliciter là, ce qu'on fabrique ici. D'ailleurs, il faudrait que je vois, page 246, donc est-ce qu'il parle des petits chats? Lovecraft, est-ce que tu parles des petits chats? Eh non, il parle pas des petits chats. Mais par contre, voilà, la veille, oui, hier j'aurais dû faire le boulot mieux que ça, hein, parce que avec ses amis, il les a reçus chez lui, ce qui n'était pas précisé dans le petit agenda, mais là, et il leur a offert quelques pâtisseries ramenées de chez Tiffany, et du café, et dans mon nouveau service bleu de Chine, mon nouveau service japonais bleu de Chine, donc c'est bien ça qui, hier, il a acheté d'occasion, et petite note de Lovecraft, et j'ai fait la vaisselle moi-même. Donc, il a acheté, effectivement, mais aussitôt, ils en sont servis, et ensuite, c'est lui qui a fait la vaisselle. Vous voyez, comme là, on avance. Mais hier, j'ai fait cette erreur, je n'avais pas été vérifié les lettres. Donc, une fois qu'ils ont passé l'après-midi à ça, il revient à la maison, comme par hasard, il trouve George Kirk et Samuel Loveman, Curry Shop Cafeteria, faut bien qu'ils aillent dîner un peu, et puis ces petits chats, donc là j'ai rien dans la lettre, mais on les a déjà vus avant-hier, apparemment il vient d'adopter quelques chats qui traînaillent près du 169, voilà. À votre service, c'était la vidéo du 29 janvier. On s'en tient là? Bon non, on va quand même aller voir un peu le petit PDF. Alors, petit PDF, le voilà. Toujours ma une. J'ai mis une photo là, de 1925. On est souvent avec ces théâtres, ces cinémas là, dans le New York populaire. Donc celle-ci, je l'ai reprise parce que c'est une de ces salles de cinéma populaire. Le programme qui change tous les jours avec les grands noms. Et elle est effectivement datée de 1925. Évidemment, les petits articles. La pianiste est-elle Leginska? On ne l'a toujours pas retrouvée. Des publicités importantes parce que la radio organise maintenant des concerts en direct et la radio investit en prenant des artistes de renom pour produire et diffuser ces concerts en direct, justement parce que vous voyez là, Pathé Marconi, la voix de 100 mètres, le petit chien qui écoute le gramophone, la récompense c'est de vendre du matériel Victrola pour l'écouter chez vous, comme si vous y étiez. Ensuite on va aller voir le New York Times, voilà 3 articles que j'ai collationnés et la rubrique des nécrologies. Vous savez, autrefois, on en plaisantait. C'est-à-dire que moi, je me souviens, c'est la période des journaux papier. Quand est-ce que j'ai acheté Le Monde papier pour la dernière fois? C'était 2008. 2008, ils sont passés en numérique et j'ai commuté aussi. Donc, jamais plus je toucherai un journal papier qui salit les doigts avec de l'encre. Mais quand on était naze dans le train là, pendant 45 minutes, tu lis tout. Les annonces des thèses, et justement, les nécrologies. Là, pareil que hier, on a fait les voitures d'occasion. Voilà, c'est died. C'est comment graphiquement se donne la mort. Vous voyez que la mort vient chanter en haut des 4 colonnes. Died. Et puis vous avez la liste des personnages. Et j'ai juste traduit, c'est très bref, Andrew de Vaux, qui vient d'être enterré
le pauvre. Et c'était un des fondateurs de la météorologie, de comment la météo devient, avec ces stations d'observation, avec la possibilité de transmission des informations. Alors, entre 1925 et 1930, ça va être une explosion pour la météo. Et oui, ce Weather Sage, le sage de la météo, avait prédit, à propos de l'éclipse de samedi dernier, qu'elle serait suivie d'un épisode de blizzard. Et il est enterré le jour même du blizzard qu'il avait traduit. Alors pourquoi j'ai pris ça, qui est un don a priori un peu indifférent? Mais à cause de Lovecraft à 12 ans. Qu'est-ce qu'il fait à Providence, Lovecraft, à 12 ans? Il n'a pas encore commencé d'aller le soir là, au télescope de Winslow Upton. C'est juste la période là, après le décès du grand-père. Il est déjà passionné de typographie. Eh bien, Lovecraft rédige chaque jour un tout petit carnet météo qui inclut aussi qu'est-ce qu'il y a à voir dans le ciel. Les constellations, qu'est-ce qu'on peut s'attendre, sur quoi il faut braquer la lorgnette. Et ce petit agenda, ce petit almanach avec la météo et les observations du ciel, eh bien, il le renéote. Je ne me demandais pas comment, mais bon, on peut retrouver ça. Comment, mais une fois qu'il s'est fabriqué, il le fait à tant d'exemplaires et vous pouvez vous y abonner. Ce sera le premier geste d'écriture rémunéré de l'enfant Lovecraft. Et vous voyez, ce geste-là de publication, de fabrique d'objets, de support, d'écriture en fonction du support et de la diffusion, comment lui sera toujours là dans ce rouage. Et ce rouage, pour lui, ça commence bien avant la fiction. Et maintenant, on va y aller voir le journal. Attention, 1, 2, 3... New York Times. Et le New York Times 20. Alors aujourd'hui, il fait 40 pages parce qu'on est en plein milieu de la semaine. La une, il y a toujours ces mélanges de politique internationale, de politique évidemment, avec le Herriot, toujours ce conflit entre la France et l'Allemagne à propos des dettes et des impayés. Le président Coolidge, il faudra bien qu'on en parle de plus près lui aussi. Et puis les faits divers, encore des hold-up, la mort d'un bandit en plein lieu de son travail, et puis des articles qui tiennent évidemment de la chronique mondaine, mais chronique mondaine ou artistique, je ne sais pas. Gloria Swanson, une des grandes actrices du muet. Eh bien, voilà qu'elle épouse un marquis français, le marquis d'une famille française éminente, le marquis Henri de la Falaise. Eh bien hier, vous savez qu'avec Dryden, ce beau-frère de Chaplin, là, qui vient régulièrement participer à leur réunion, on le retrouvera plusieurs fois sur la route, eh bien, Dryden est le père du futur batteur du Jefferson Airplane. Aujourd'hui, c'est encore mieux, parce que cette famille de la Falaise, le fils aîné de Keith Richards, vous savez, né Marlon, pendant la période Exile on Main Street, il a 3-4 ans, on le voit sur toutes les photos. Eh bien, qui il épouse? Marlon Richards. Eh bien, il a épousé une mademoiselle de la Falaise. Donc voilà, aujourd'hui, un petit truc avec Keith Richards. Bon, écoutez, si c'est ça, juste pour ça que vous venez écouter Lovecraft, laissons tomber, hein, je reconnais. Mais continuons. Alors, évidemment, politique intérieure, Attorney General et la confrontation au Sénat américain. Et notre pianiste disparu, mais on a bien parlé d'elle avant-hier, mais hier et avant-hier, je vous laisse... j'ai copié quand même dans le PDF. J'ai recopié cet article. Il est un petit... j'ai pas envie de m'expliquer sur pourquoi ce geste. Le geste, c'est facile. Tu fais majuscule, commande 4 sur le Mac. Et quand tu fais majuscule commande 4, je vais vous le montrer en direct. Tenez, j'appuie majuscule commande 4. Mon curseur là devient un petit carré. Et j'ai juste à faire ça. Je sélectionne et paf, le truc me vient en capture écran. Et c'est ça que j'inclus dans le PDF. En fait, tu feuillettes
et tu te laisses aller à... oh, là, ça gratte un peu. En général, même, je lis en détail seulement après. De quoi il s'agit? D'un acteur qui s'appelle Vincenzo De Falco. Ce Vincenzo De Falco, alors il y a toujours eu, apparemment, à toute époque, des acteurs qui s'appelaient Vincenzo De Falco. Il y en a un là sur TikTok maintenant, mais c'est pas le même forcément. Et celui-ci, il avait 7 enfants. Et il se passe quoi? Il se passe qu'il y a une altercation dans la maison, il tire un coup de fusil, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, et sa fille Elisabeth, de 17 ans, est morte. Il semble que ce soit le père qui soit responsable de ce coup de feu par lequel sa propre fille a été tuée. Donc il est incarcéré, il passe 5 mois en prison. Ils habitent au 238 Mott Street. Et 5 mois plus tard, il n'y a toujours aucune preuve. Et donc, il est relâché. Mais le fait qu'il soit relâché, comment tu vis avec éventuellement le meurtre de ta fille, et puis on n'en sait rien, tu vois pas, c'est que, ben oui, mais sa femme et les 6 autres enfants, pendant ce temps-là, ben, il n'y avait plus la paye, il n'y avait plus les cachets là, de ce Vincenzo. Et bah, ils sont quasi morts de faim. Et elle a dû faire que ses enfants aînés, bah, ils aillent au travail pour faire vivre, pour faire bouillir un pauvre reste de marmite. Alors, qu'est-ce qui deviendra? Est-ce qu'il retrouvera des cachets? Est-ce qu'ils sortiront de la misère? On n'en sait rien. On ne trouve rien d'autre. Mais bon, voilà, petite chose. Mais c'est ce geste, tu vois, commande majuscule 4, et ça tu le gardes, tu sais pas trop pourquoi. Et on va faire ça encore pendant 11 mois. Oh. Alors aujourd'hui, c'était les résultats sportifs. Alors ça, il y en a. Un jour, on ira voir de plus près l'intérieur de ces trucs sportifs, mais pas aujourd'hui, Le courrier des lecteurs, et voilà cette page nécrologie. Died. Et là, je vous laisse regarder qui c'est qui est died. Et là, il y avait ce tout petit truc ici, Andrew Deveau. Et c'est ces petits mots-là, moi, qui m'ont retenu. Weather Sage. Eh bien, c'est le journal du 29 janvier. On continue demain? Ça sera pas mieux? Oh, ouais, ce sera pas pire non plus. En tout cas, des fois on est tout près de Lovecraft, des fois on est un peu plus loin, des fois on est plus près de nous-mêmes, des fois ça nous laisse un petit peu plus à distance. Là, on a l'appui de la lettre pour les prochains jours. Alors, qu'est-ce qui compte? Eh bien, tu remontes là de la Tiffany avec tes petits paquets, avec quelques pâtisseries. Tu as préparé des gobelets aussi de café, mais tu as ramené, et c'est la première fois aussi, dans la brocante chinoise, un petit service avec des petites soucoupes bleues, des petites tasses bleues, et c'est là qu'avec les copains, on se met ensemble pour discuter. Et puis il fait froid, mais ça fait rien. Et puis il fera ensuite la vaisselle. C'est ça l'écriture? C'est aussi ça, l'écriture.